Sébastien Dalide, je suis professeur de droit public à l'université Le Havre-Normandie depuis septembre 2016. Alors, j'ai fait une thèse à l'université Lyon 3, sous la direction des professeurs Michael Karpenchif et Blanche Chouzy. J'ai commencé ma thèse en septembre 2016, je l'ai soutenue au mois de novembre 2012. Au mois de septembre 2013, j'ai été recruté comme maître de conférence à l'université Paris-Est Créteil, où je suis resté jusqu'en septembre 2016, où j'ai été nommé professeur à l'université Le Havre-Normandie. À l'origine, j'avais choisi comme sujet de thèse la Banque Centrale Européenne. Et puis, petit à petit, au fil du travail, ça a dérivé vers l'eurosystème. Donc, je vais d'abord expliquer mon choix de la Banque Centrale Européenne avant de vous expliquer évidemment pourquoi c'est passé sur l'eurosystème. Donc j'ai choisi de travailler sur la Banque Centrale Européenne d'abord parce que j'avais envie de faire une thèse sur un sujet juridique ouvert sur notamment des questions économiques, pour une question d'intérêt personnel, et donc j'ai été rapidement porté sur les questions monétaires notamment. J'ai été porté sur les questions monétaires pour une raison plutôt d'ordre personnel et puis pour une raison plutôt scientifique. Une raison personnelle d'abord, parce que j'avais envie de faire ma thèse avec le professeur Blanche Chouzy, qui est spécialiste des questions bancaires et monétaires dans l'Union européenne. Donc je me suis orienté vers ce type de sujet, et en cherchant, en creusant le sujet, j'ai réalisé qu'il y avait un organe de l'Union, la Banque Centrale Européenne, avec des pouvoirs assez exorbitants, notamment un pouvoir réglementaire, etc., et que finalement, c'était très peu traité. Et donc, en combinant les deux, j'ai envie de faire une thèse sur la Banque Centrale Européenne. Puisque je l'ai commencé en 2006, donc avant la crise et avant que la Banque Centrale Européenne prenne beaucoup d'ampleur. Au fil du travail, j'ai réalisé que la Banque Centrale Européenne ne pouvait pas être détachée de l'eurosystème. Parce que l'eurosystème, c'est le rassemblement de la Banque Centrale Européenne et des banques centrales des États qui ont l'euro. Et au final, il y a une forme d'imbrication institutionnelle entre les deux, puisque la Banque centrale, ses organes de direction, notamment le Conseil des gouverneurs, est majoritairement composé des gouverneurs des banques centrales nationales. Donc finalement, eh bien, la Banque centrale, elle est aussi dirigée en partie par les membres de l'eurosystème. Donc on ne peut pas traiter de l'un sans traiter de l'autre. Et c'est pour ça que je préfère parler de l'eurosystème plutôt que de la Banque centrale européenne. Les projets en cours, à courte échéance, j'interviens à un colloque les 17 et 18 mai à Aix-en-Provence sur la référence en droit public, où j'interviens sur la référence au marché intérieur en droit de l'Union européenne. C'est une réflexion sur la définition du marché intérieur et puis implicitement à quelle définition économique du marché la notion de marché intérieur renvoie, et donc une réflexion sur les rapports entre le droit et l'économie et à des notions qui sont, mine de rien, assez performatives comme le marché et les rapports et les effets, sur le droit. Donc ça, c'est le projet à plus courte échéance. À un peu plus longue échéance, j'organise les 18 et 19 octobre à l'université du Havre un colloque sur la procéduralisation du droit du marché intérieur. Donc ça, c'est un projet à la fois personnel évidemment et collectif. L'idée du colloque, c'est de réfléchir à une mutation qui semble être en cours, d'après moi évidemment, en droit du marché intérieur, où on double l'harmonisation substantielle, voire parfois peut-être on a tendance à la remplacer par une harmonisation procédurale. On crée des procédures aussi bien au niveau européen qu'au niveau national. Le droit de l'Union demande la création de procédures nationales, avec pour objectif une plus grande effectivité de la mise en œuvre du droit adopté en matière de marché intérieur.
L'idée, c'est de montrer que l'effectivité va passer par des procédures. Parce que depuis les années 80, on a adopté énormément de normes substantielles qui sont difficilement mises en œuvre. Et puis, on essaie de lutter contre la création de nouvelles entraves, mais on a l'impression qu'elles reviennent en permanence. Et donc, il y a des initiatives, notamment de la Commission, qui cherchent à encadrer la marge de manœuvre nationale dans ce domaine-là. Donc ça, c'est l'autre projet à courte échéance. J'ai évidemment beaucoup d'autres projets en cours. Alors, d'abord, une réflexion dans un ouvrage collectif qui devrait sortir à l'automne ou au début de l'année prochaine sur la dette publique, dirigée par Aude Zaradny, où moi j'interviens évidemment en tant que spécialiste de droit de l'Union européenne sur la gestion de la dette publique en droit de l'Union européenne. Avec une réflexion notamment sur comment, pourquoi on crée une contrainte à travers la dette publique et la limitation des capacités d'endettement de l'État. Et donc sur cet effet qu'a la limitation des capacités d'endettement de l'État sur sa marge de manœuvre et peut-être un peu plus largement sur sa souveraineté en réalité. Ensuite, je dirige un ouvrage collectif qui devrait sortir début 2019 certainement, un commentaire article par article des dispositions pertinentes des traités, traité UE, traité FUE et puis des protocoles sur l'union économique et monétaire, commentaire que je dirige avec le professeur Francesco Martucci de l'université Paris 2. Donc ça, je dirais, ce sont les gros projets. Puis après, j'ai des envies d'écriture qui, je l'espère, se réaliseront à moyen terme. Alors, j'ai commencé des recherches pour un article sur la réception doctrinale des traités de Rome, essayer de voir dans les 10 années à peu près, après l'adoption des traités de Rome, d'abord du traité de Paris, de CK, puis après des traités de Rome, ce qui s'est écrit notamment dans les revues. Voir finalement, avant le tournant Costa, Van Gen, etc., comment était traitée doctrinalement l'Union européenne. Donc ça, j'espère qu'il sera écrit d'ici un an, mais bon, on ne sait pas trop. Ensuite, un deuxième article que j'aimerais peut-être écrire à plus courte échéance, c'est sur la question des droits fondamentaux dans la crise, en partie dans la crise économique, et puis sur une espèce de transition qui se fait dans la jurisprudence, et qu'on retrouve en matière de crise économique avec la Grèce notamment, mais presque aussi en matière de crise migratoire, où eh bien, il y a beaucoup de décisions implicitement prises par l'Union, mais dont la responsabilité incombe toujours au niveau national. On a vu ça évidemment avec toutes les réformes économiques en Grèce, et puis, sans être spécialiste, mais j'aimerais bien essayer de creuser ce sujet, on voit aussi que presque le même phénomène se retrouve en matière de crise migratoire, avec par exemple la gestion des hotspots, et donc, là encore, un déplacement de responsabilité entre l'Union et l'État, et toute une question finalement qui se pose de l'imputabilité des décisions. Est-ce qu'elles sont imputables à l'Union ou aux États lorsque, pour simplifier, l'Union contraint les États à adopter certaines décisions?